Bonsoir à tous, bienvenue sur Odyssée, sur les ondes de Good Morning Toulouse. Ce soir, je suis en compagnie de deux chroniqueurs d'exception, mais aussi d'un invité tout à fait spécial. Vous pouvez retrouver d'ores et déjà son portrait sur notre chaîne Spotify. Je nomme, je cite, le grand, l'unique, monsieur Raphaël Chevrier. Bonsoir. Bonsoir. Et je suis accompagné, nous sommes accompagnés du retour, du comeback, du fidèle et brillant François. Bonsoir François. Bonsoir tout le monde. Et bien sûr, notre pilier, notre mentor à tous, je cite le grand Simon. Bonsoir Thomas. Comment ça va? Eh bien écoute, merci, ça va très bien. Et vous, autour de la table, est-ce que tout va bien? Ah, ça va plutôt bien. Oui. On est bien accueillis par notre cher Thomas. Formidable. Alors on va tout de suite commencer sans plus attendre par des actualités bien chaudes. Mais avant ça, je failli oublier un jingle d'exception. Et c'est parti, donc je te laisse la parole François, il semblerait que tu aies une actualité tout à fait croustillante et internationale pour nous. Eh bien oui, puisque le 29 novembre dernier, les chercheurs de la NASA ont été contents de lire leurs mails, certainement des centaines, voire des milliers, comme dans toutes les administrations. Ils ont été contents parce qu'ils ont obtenu enfin l'autorisation de postuler auprès de l'agence spatiale chinoise pour étudier les échantillons lunaires qui ont été ramenés par la mission Chang'e 5, qui avait été lancée fin 2020 et qui avait ramené près de 2000 échantillons du satellite de la Terre. Et c'est une inflexion importante puisque, en raison de la compétition entre États-Unis et Chine, compétition géopolitique assez rude, eh bien, les États-Unis ont cherché à protéger leur industrie spatiale et notamment à écarter la Chine de toutes les coopérations internationales possibles. Par exemple, les Chinois n'ont pas accès à l'ISS. Et le directeur de la NASA, disons, n'est pas très tendre à l'égard de la Chine. Et c'est donc une petite victoire symbolique pour la Chine, puisque là, ce sont les États-Unis qui sont demandeurs d'un accès à des ressources que les Chinois, eux, sont allés chercher. Et donc, moi, j'aurais même tendance à penser que c'est surtout une victoire, en fait, pour la science, puisque pour la science, les frontières sont toujours un obstacle. Et là, l'administration américaine a décidé de lever un peu le pas. Et pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il en adviendra. Je crois que la candidature des scientifiques américains est très récente et on attend la réponse des Chinois. Ils ont le droit de postuler, c'est déjà pas mal. C'est vrai. Et s'ils obtiennent l'aval des Chinois, ils devront, les chercheurs américains, être accompagnés par une personne dans la NASA tout le long du processus. Il faut être sûr de ne pas faire de bêtises. Ok. Oui, non, mais c'est vrai que l'espace a toujours été d'ailleurs un lieu de coopération assez unique en son genre, mais les relations entre les Américains et les Chinois ont toujours été aussi un peu mouvementées, et notamment vous avez cette fameuse loi américaine ITAR qui interdit à un satellite qui a des composants américains d'être lancé à bord d'un lanceur chinois. Ça fait suite à un incident il y a déjà quelques décennies qui a eu lieu en Chine, et finalement ça a protégé aussi, enfin ça a exclu les opérateurs de lancement chinois du marché commercial international où quasiment tous les satellites ont des composants américains, y compris les satellites développés en Europe, en Amérique du Sud, etc. Et donc c'est vrai que voilà, c'est un infléchissement assez important. Et comme tu l'as rappelé tout à l'heure, si les Chinois n'ont jamais pu mettre un pied, même si on pose pas le pied dans l'ISS, mais n'ont jamais pu intégrer l'ISS, c'était à la demande express et l'obligation appliquée par les Américains. C'est eux qui ont dit, oui, on collabore avec les Russes, mais pas avec les Chinois. Donc c'est quand même fort de entre guillemets, ouvrir gentiment, mais ouvrir un petit peu les vannes sur cette collaboration-là, dans un contexte qui est toujours froid quand même. On n'est pas sur une seconde guerre froide, mais d'un point de vue spatial, ça y ressemble. Et de se dire, pour des collaborations scientifiques, ce qui est souvent le premier point de liaison en général avec des belligérants un petit peu agressifs les uns envers les autres. Et là, on voit que ça peut être une ouverture intéressante pour la suite. À voir. Bien Simon, je vais te laisser la parole pour la prochaine actualité du moment. Exactement. Alors moi, je vais complètement changer de thématique. On va revenir sur de l'européen et même du français sur bien des aspects. On va parler d'Ariane 6 parce qu'il y a beaucoup d'actualités et
pour une fois des actualités qui sont plutôt positives et même engageantes pour l'avenir. Donc Ariane 6, pour rappeler un petit peu, c'est le futur des lanceurs moyens lourds européens qui succédera donc à sa grande sœur Ariane 5 avec des derniers lancements plus que réussis et plus qu'importants d'ailleurs pour la communauté scientifique et pas que. Pour rappeler, Ariane 6 était censé avoir son vol inaugural en 2020 pour profiter d'un biseau plutôt agréable de presque 3 ans avec sa grande sœur. Il n'en est rien parce qu'Ariane 6 n'a toujours pas décollé. On va y venir, ça se rapproche, mais suite à des problèmes de production, à la crise sanitaire qu'on a tous connue, on se dirige plutôt vers l'année 2024 pour le premier vol. Et ça bouge parce que en juillet dernier, on a eu le droit au premier rugissement du moteur Vulcain 2.1 sur son pas de tir, donc à Kourou en Guyane. En septembre, on a eu la mise à feu statique du moteur du second étage. Et enfin, très récemment, on devait avoir en octobre la mise à feu longue durée de l'ensemble de lancement d'Ariane 6 sur son pas de tir, mais suite à un problème hydraulique sur ce qu'on appelle la poussée vectorielle des moteurs. Qu'est-ce que c'est la poussée vectorielle? En gros, c'est juste que les moteurs puissent s'orienter très légèrement pour permettre à la fusée d'aller dans la direction souhaitée, qui aurait connu un dysfonctionnement, ce qui a reprogrammé le test le 23 novembre dernier, et ce fut une réussite. Et une réussite importante pour Ariane, parce qu'en plus, elle était rediffusée en direct sur Internet, ce qui est quelque chose qui était un petit peu décrié dans la communication d'Ariane, c'est qu'on avait assez peu d'images en direct des différents tests. Et là, on a pu suivre le test entier de 8 minutes, qui donc semble être une réussite, et ce qui nous a permis d'avoir de la part de l'ESA une annonce, pour l'instant officielle, et bien sûr, dans le spatial, tout est amené à pouvoir évoluer, mais d'un premier vol, donc de vol inaugural de la fusée Ariane 6, à partir du 15 juin, jusque, je crois que la fenêtre de tir, et tu me corrigeras peut-être Raphaël, est d'environ un mois. Ça s'étale de juin à juillet, plus ou moins. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, on peut espérer, après, il pourra avoir des changements, bien entendu, mais on peut espérer voir décoller enfin la successeuse de Ariane 5, de la fameuse et très célèbre Ariane 5, à partir de l'été 2024. Donc moi, personnellement, je serai aux premières loges, pas en Guyane malheureusement, mais en tout cas devant mon écran. Et vous, est-ce que voilà, c'est quelque chose qui vous a pesé, ce trou de lancement, ou est-ce que vous avez des envies pour la suite? Bah, écoute, comme tu l'as si bien dit, pour moi ce sera aussi un instant popcorn, parce que je serai devant mon écran pour suivre ce moment, cet événement, et qui, non pas une déception, mais n'a fait que monter l'engouement du fait des différents reports d'un premier lancement, parce que comme tu l'as si bien souligné, Ariane 6, c'est quand même un magnifique bijou de technologie, l'avenir des lanceurs européens, puis surtout, on l'attend de pied ferme, quoi. C'est vraiment un moment qu'on attend. Je pense que on va croiser autant les doigts qu'on a croisé les doigts pour le lancement de James Webb et bien d'autres. Mais c'est vrai que ces énièmes reports n'ont fait que monter un petit peu la hype, n'ont fait que teaser un petit peu ce que ça allait être. Et j'espère vraiment que tout va bien se passer. Bah, oui, enfin, moi, je suis évidemment impatient pour avoir aussi vécu le programme et l'aventure Ariane 6 au sein d'Ariane Espace. D'avoir vécu aussi ce succès commercial, parce que Ariane 6, c'est quand même aussi, avant de décoller, un lanceur dont le carnet de commande est complet pendant plusieurs années. Donc c'est un lanceur qui a rencontré son marché, et maintenant on attend son décollage, et évidemment, je le regarderai avec grande attention. Il faut aussi rappeler que Ariane 6, c'est ce type de programme, développer un nouveau lanceur, c'est évidemment, ça comporte des risques de glissement de programme, et c'est honnêtement pas très original d'avoir des retards de programme. C'est même assez courant dans le secteur. Euh, Là où les planètes se sont quand même particulièrement mal alignées pour le secteur spatial européen, c'est aussi que, en cas de retard de programme d'Ariane 6, on avait un backup qui s'appelait Soyouz en Guyane, qui était censé aussi assurer une continuité dans l'indépendance d'accès à l'espace pour l'Europe, en tout cas continuer à déployer des missions pour les institutions européennes notamment. Et évidemment, suite à la guerre en Ukraine, on a perdu ce backup. Et donc voilà, là, la situation d'attente est d'autant plus importante qu'on est aussi dans une situation difficile. Et un point concernant le lancement inaugural d'Ariane 6 qui m'a paru étonnant, c'est que si je ne me trompe pas, la coiffe ne sera pas vide ou ne sera pas témoin. Parce que souvent dans les vols inauguraux, on met des masses qui simulent une charge utile de fusée. Là, je crois, si je dis pas de bêtises, tu peux me corriger encore une fois, il y aura réellement des satellites. Ce sera plusieurs satellites différents, je crois, c'est un rideshare.
C'est-à-dire qu'on met beaucoup de satellites de petite taille dans une seule et même coiffe. Et ça, c'est quand même un pari osé de confiance dans son lanceur que de mettre des satellites sur le vol inaugural qui... On fait tout en sorte, bien sûr, pour que tout se passe bien, mais un vol inaugural, c'est pas anodin. Et donc ça, c'est un choix quand même fort d'Ariane de confiance en son lanceur. Oui, Ariane 6, son design, c'était à la fois de réduire les coûts et aussi de bénéficier de l'héritage de fiabilité de son lanceur précédent, Ariane 5, qui est plus vraiment à démontrer. Et donc oui, je pense qu'il y a une grande confiance dans la fiabilité d'Ariane 6. Et je pense que c'est aussi un bon choix stratégique que de confier des vrais satellites. Alors je ne connais pas l'identité exacte des satellites. Je pense que c'est pas mal de petits satellites de démonstration qui vont être lancés pour le vol inaugural. Et c'est aussi pour le marché, c'est un gage de confiance qui est voilà, une marque de confiance dans son lanceur, dans ses équipes, dans son expertise qui est extrêmement forte. Du coup, je vais passer à l'actualité suivante. Merci beaucoup, Simon. Une actualité qui va teaser un petit peu le point Space Culture qui va suivre, mais je ne vous en dis pas plus. On reste au mois de novembre, puisque le 10 novembre dernier, ce n'est pas moins que le vaisseau, l'ISS, qui a évité un nouveau débris spatial. Est-ce que déjà rapidement, d'un hochement de tête, vous en aviez entendu parler? Donc on est sur un 2 sur 3. C'est un bon score. Donc, c'est un événement qui a eu un peu d'écho pour moi, puisque d'une part, c'est la 6e fois que l'ISS est obligé de corriger sa trajectoire en moins d'1 an pour éviter un débris spatial, ce qui dénote quand même pas mal de choses. Il faut savoir que tout débris spatial peut être dangereux pour l'ISS dès lors qu'il fait plus de 10 cm, et on en dénombre à peu près 36 000 dans cette orbite-là, ce qui est quand même énorme. Il faut savoir qu'au total, il y a eu 38 manœuvres d'esquive de l'ISS, et c'est quand même un chiffre qui tend à augmenter. Et comme je l'ai dit, on en compte 6 sur la dernière année. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que dans ce cadre d'un conflit, dans ce contexte du conflit russo-ukrainien, eh bien, c'est les Russes qui ont activé la procédure à l'aide du vaisseau Progress qui était amarré à l'ISS pour justement préserver la station. Donc c'est quand même pas rien, parce qu'il faut rappeler que si jamais un débris était amené à percuter l'ISS, le protocole d'évacuation dure pas moins de 3 heures. Donc ça peut être très 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 vite problématique. Ouais, et puis c'est pas anodin parce que, encore une fois, il y a quelques années, en 2021, on avait eu, suite à un test de missiles anti-satellites russes, un grand nuage de débris qui avait menacé l'ISS pendant plusieurs semaines de mémoire. Et justement, il y avait eu des protocoles de sécurité qui avaient été mis en place sur la Station spatiale internationale pour faire s'abriter les astronautes et cosmonautes, enfin bon, on va dire astronautes en général, pour, en cas de collision, pouvoir être protégés par des sas hermétiques, etc. Et c'est un risque qui est pris pas du tout à la légère. Et tu as raison de dire que j'ai l'impression que le nombre de manœuvres a tendance à augmenter fortement ces dernières années. Et ce type de station va forcément être mis en péril si jamais ces débris spatiaux visent à se multiplier, surtout sur cette orbite très spécifique qui est l'orbite basse. C'est un problème qui rappelle ce dont on a déjà parlé, cette fameuse tragédie des communs de Garrett Hardin, l'idée d'espaces qui ne sont la propriété de personne en particulier, dans lesquels tout le monde peut agir, et donc tout le monde a intérêt à agir de façon à s'en accaparer la plus grande partie possible, le plus rapidement possible, et donc forcément, sans coordination, sans coopération, on arrive à ce genre de drame, c'est-à-dire que tout le monde veut y aller, tant pis si ça crée des débris, tant pis si à terme ça risque de condamner même l'utilisation de cet espace. Pour le moment, ce qui compte, c'est de réussir à être là. Et sans coordination, on risque le drame. Oui, alors bon, c'est vrai que cette question des débris, elle est prise très au sérieux par les différentes agences spatiales. C'est un sujet qui, évidemment, face à la révolution d'accès à l'espace aujourd'hui, à la multiplication des missions spatiales, qui suit une courbe vraiment exponentielle. Et évidemment, c'est un sujet qui est très brûlant. Et je pense que, j'espère qu'on va se saisir de cette question de façon efficace. Tu citais 36 000 objets de 10 cm. C'est aussi 1 million d'objets de 1 cm, de plus de 1 cm, et 130 millions de plus de 1 mm. Et en fait, même des objets de 1 mm peuvent évidemment
être dangereux ou provoquer des dégâts, parce que lancer à 28 000 km/h, évidemment, c'est... 28 000 km/h, c'est des vitesses absolument faramineuses, et un objet de 2 grammes, ça a l'énergie cinétique d'un camion de 35 tonnes qui est lancé à 200 km/h. Donc évidemment, il n'y a pas uniquement les 36 000 objets de 10 cm qui sont dangereux. Le moindre petit débris peut avoir des conséquences dramatiques. Non, mais on avait, je crois, observé déjà des petits impacts très légers sur l'ISS, mais enfin légers, qu'on entend comme légers parce que l'ISS est protégé par plusieurs couches, hein, mais pour autant, c'était impressionnant de remarquer ça. Et je crois que certains systèmes d'alimentation et de gestion, système vie, comme on appelle de l'ISS, avaient dû être réparés en sortie extravéhiculaire suite à des impacts. Et ça prouve aussi que on peut anticiper des choses, mais comme tu le dis, il y a des débris qui sont tellement petits qu'on peut difficilement les suivre de manière très précise. Et du coup, on n'est pas à l'abri quand même de voir l'ISS se faire bombarder de petits débris. Alors certes, quand il y a des nuages, on peut les repérer, mais c'est une problématique qui concerne aujourd'hui l'ISS, mais qui concerne tous les satellites en orbite dans cette zone-là, qui est très prisée. Et du coup, à l'avenir, comme tu le dis, c'est exponentielle cette évolution, et à l'avenir, ça peut devenir très problématique. On en a déjà parlé dans d'autres émissions, avec le syndrome de Kessler, etc. Mais concernant l'ISS et comment dire, la présence habitée en orbite basse, ça peut faire repenser les futurs projets, surtout privés, mais de présence en orbite basse terrestre. Oui, il me semble qu'à l'ISS, c'était un bras qui avait été transpercé de part en part et on avait les photos du trou dans un bras mécanique. Après, je ne sais plus exactement le détail, mais on avait les photos, c'était assez impressionnant. On se dit heureusement que ce n'était pas un astronaute qui se trouvait là. Et justement, tu le soulignais bien, c'est qu'il y a quand même des parties de l'ISS qui sont protégées de ce genre de fait, mais il faut aussi rappeler qu'il y a bon nombre, depuis la création de l'ISS, de sorties extravéhiculaires. Et donc tous ces débris, comme tu l'as si bien dit Raphaël, qui sont projetés à 28 000 km/h dans l'espace, peuvent menacer aussi bien la station que les astronautes qui sont en sortie. Ce qui, là, en l'occurrence, au-delà d'être critique, est radical. Oui, non, mais il faut aussi remettre un peu des échelles, hein. On n'est pas non plus, aujourd'hui, hein, en tout cas, dans une mer de débris où on ne pourrait pas faire un pas sans rencontrer un débris qui nous transpercerait le bras, hein. On est aujourd'hui, les probabilités que 2 débris à 28 000 km/h se percutent frontalement est encore très faible. Quand on lance une fusée et qu'on regarde... On fait des analyses de risque, hein, évidemment, pour savoir si, quand on traverse ce nuage de débris, et notamment les orbites basses, quand on va dans des orbites un peu plus énergétiques, telles que l'orbite géostationnaire, on regarde le risque de collision. Et aujourd'hui, ce risque, on est sur du 10-7. Donc c'est vraiment le risque pour un bateau de percuter une canette de coca dans la mer Méditerranée. Pour redonner un peu de... Sauf que, évidemment, on est dans une approche de prévention aussi. Aujourd'hui, on arrive à éviter ce risque, mais encore une fois, il faut penser dans une forme de projection avec un nombre de satellites qui suit une courbe exponentielle. Et si on ne fait rien, évidemment, c'est là où ça deviendra dangereux. Mais je pense qu'il faut un peu aussi calmer les esprits. Et, on n'est pas encore une fois, au bord du syndrome de Kessler, même si ça pourrait arriver plus vite que prévu. Tu fais très bien, et puis les métaphores sont très bonnes, permettent de très bien visualiser justement où on en est et comment ça peut se passer, parce que finalement dans le spatial on peut avoir parfois du mal à visualiser quelles sont les réalités des choses. Il faut ramener un petit peu de réel pour donner du sens, pour ne pas te citer. Et je vais te laisser la parole dans un instant pour justement ce point tout à fait particulier que tu vas présenter, le point Space Culture. Et tout de suite, avant de te donner la parole, je vais quand même bien sûr parler de ce point Space Culture en quelques instants, qui est, comme je l'ai dit, tout à fait particulier, puisque Raphaël, tu vas nous lire un passage, une conclusion, la conclusion du livre Les saccageurs de l'espace, dont tu es l'auteur, aux éditions Buchet-Chastel. Un livre qui finalement résume plusieurs années de spatial, un livre que tu as écrit avec passion et que tu nous as partagé, dont tu nous as parlé avec tout autant de passion. Je t'en remercie d'ailleurs et je te laisse la main tout de suite pour cette belle conclusion. 7 heures du matin, je me réveille avec l'enthousiasme de celui qui s'apprête à partir en vacances. Ma valise est bouclée, je dois quitter la maison dans 1 heure. En allumant la télévision, j'apprends qu'une tempête solaire d'une extrême violence a causé une panne sans précédent de l'ensemble des satellites. Drôle d'ambiance pour démarrer les vacances.
J'ai bien fait de prévoir de l'avance d'ailleurs, car le signal GPS de mon téléphone ne fonctionne plus. J'ai retourné l'appartement dans tous les sens, pas moyen de remettre la main sur mes vieilles cartes Michelin. Je ne suis pas le seul à chercher mon chemin d'ailleurs, c'est une sacrée pagaille sur la route. Le jour où nous utiliserons des voitures autonomes, beaucoup finiront dans le décor en cas de panne de satellite. Arrivé à l'aéroport, je me dirige vers un distributeur de billets pour retirer de l'argent. Opération bloquée. Je me souviens alors que les satellites de navigation contiennent des horloges atomiques qui permettent aux serveurs terrestres de se synchroniser. Faute de référentiel temporel, toutes les transactions financières sont gelées. Je jette un coup d'œil aux télévisions dans l'aéroport, qui diffusent les actualités en continu via les réseaux terrestres. On rapporte une fermeture temporaire des marchés financiers qui repose sur du trading haute fréquence, très haute fréquence, sensible au millième de seconde, et une probable dégringolade des bourses au passage. Je me rends au comptoir d'enregistrement pour apprendre ce que je redoutais depuis quelques minutes déjà, mon vol est annulé. Je ne suis pas le seul dans cette situation, on se croirait un jour de grève. Rien d'étonnant, le secteur aérien utilise depuis 20 ans les signaux de positionnement par satellite pour suivre le positionnement des avions, justement, du décollage à l'atterrissage. Pour rentrer chez moi, je tente de prendre le RER B, celui-ci est à l'arrêt. Ce n'est pas une panne classique, m'informe un agent sur le quai. Le mouvement de foule ont fortement perturbé le trafic. Je me décide à rentrer en taxi, le chauffeur connaît la route par cœur et parvient à zigzaguer entre les camions et les voitures à l'arrêt. Faute de synchronisation, les feux tricolores sont éteints. Des policiers et d'autres volontaires se sont mis à faire la circulation. Tout le monde semble évidemment pris de panique. De retour chez moi, je constate qu'il n'y a plus d'électricité, là aussi en raison d'une panne des systèmes de positionnement par satellite qui permettent la synchronisation des réseaux. Des dizaines d'autres villes d'Europe, d'Asie et d'Amérique sont dans la même situation. Déboussolé, je me pose sur un banc, dans un square. Une femme s'assoit à mes côtés, encore plus soucieuse. En engageant la conversation, j'apprends que son mari et ses enfants sont partis en expédition dans les montagnes de la Cordillère des Andes, au Pérou. Elle n'a aucune nouvelle, mais elle craint surtout qu'en cas d'accident, ils ne puissent plus compter sur les services d'assistance par satellite. Elle a en revanche des nouvelles de son frère, militaire, déployé dans un pays en guerre. Les commandements des forces armées n'ont plus de moyens de communiquer convenablement avec leurs troupes et deviennent aveugles face au mouvement ennemi. Le président de la République a ordonné un repli immédiat. Pour elle, c'est la seule bonne nouvelle de la journée. Je finis par rentrer chez moi, songeant à ma tante agricultrice qui utilise des données satellites à plus d'un titre. Les informations météorologiques l'aident à savoir quand labourer, récolter ou arroser, et les images des satellites d'observation lui servent à contrôler les rendements des surfaces cultivées, à identifier les zones en manque d'eau ou d'engrais, ou encore à suivre la propagation de certaines maladies des cultures et du bétail. Je pense également à mon beau-frère, employé dans la marine marchande, naviguant en pleine mer comme au temps du Titanic, sans aucun moyen d'appeler au secours en cas de pépin. J'imagine enfin l'impact de ce monde sans satellite sur les industries de pointe, la logistique et les chaînes d'approvisionnement de nourriture ou de médicaments. Tout sera à reconstruire. Merci beaucoup. Autour de cette table, je vois des yeux rêveurs, des yeux imaginatifs, des yeux qui s'imaginent finalement ce que serait une journée sans données satellites, sans satellite finalement. C'est ce que tu as voulu nous transmettre. Oui, enfin, c'est effectivement la conclusion d'un livre qui parle de tous les enjeux de développement durable associés aujourd'hui à la révolution spatiale que l'on connaît, où je le disais tout à l'heure, on a déployé par exemple à l'échelle mondiale ces 4 dernières années 7000 satellites, c'est la moitié de tous les satellites déployés depuis le début de la conquête spatiale en 1957. Et l'espace a beau être gigantesque, infini même, les zones économiquement intéressantes sont restreintes sur d'infimes bandes orbitales, que sont l'orbite basse, typiquement entre 500 et 800 km d'altitude. Et donc ça génère évidemment plein de problématiques de saturation des orbites, de débris. Vous avez aussi des problématiques environnementales, puisque les lancements de fusées, ce n'est pas neutre. Et donc ça peut aussi nous forcer à repenser le sens des missions spatiales qu'on réalise. Est-ce que ça a beaucoup de sens de faire du tourisme spatial, par exemple ? À mon sens, non. En revanche, et je fais écho à la conclusion, est-ce que ça a du sens d'envoyer des satellites dont on est devenu de toute façon dépendant dans nos sociétés ? Si on veut continuer justement à envoyer ce type de satellite, il va falloir très sérieusement se poser la question de ces enjeux de durabilité, de développement durable appliqués à la fois sur Terre et dans l'espace.
Et avant de vous donner la parole, Simon et François, pour votre avis à chaud, j'en profite, mine de rien, pour vous dire que ce livre écrit par la plume d'un passionné, pour l'avoir lu, est aussi truffé de petites métaphores et de petites anecdotes tout à fait passionnantes. Un livre bien écrit qui vulgarise le spatial à travers une histoire depuis quelques années par le biais d'une personne qui l'a vécu de l'intérieur. Et puis finalement, on approche de Noël, donc ça peut être une bonne idée de cadeau à placer sous le sapin pour un passionné ou un futur curieux du spatial. Cette recommandation viendra peut-être un peu tard en fonction de l'exercice du montage de cette émission, mais bon, ça vaut le coup même après Noël. Et non, mais je trouve que l'exercice de la projection, de la prospective que tu fais donc dans cette conclusion est vachement parlant pour les personnes qui s'intéressent de loin au spatial et qui se rendent pas compte à quel point aujourd'hui il est central dans la vie de toutes les personnes, d'autant plus quand on est par exemple agriculteur, conducteur VTC ou taxi par exemple. Mais tout simplement de perdre un petit peu tous ces référentiels, c'est pas anodin. Comme tu le disais, le spatial n'est pas neutre d'un point de vue environnemental, mais il est aussi acteur de nos vies et acteur de notre compréhension du climat sur Terre. Et c'est important de savoir, selon moi, prioriser l'utilisation qu'on a du spatial. Et donc, comme tu le disais, le tourisme spatial, ça me parle pas non plus beaucoup. Par contre, l'usage de satellites météorologiques ou de transmission de données, télécommunications essentielles, et bien sûr les usages scientifiques, reste extrêmement important. Et c'est pas pour autant qu'il ne faut pas remettre en question tout ce qui tourne autour et la manière dont on arrive à ces conclusions-là. Mais voilà, ça me donne très envie. Je suis le seul autour de cette table à ne pas l'avoir lu. J'ai pas eu le temps, très honnêtement, de le faire pour l'instant. Mais clairement, c'est une lecture dans laquelle je vais me plonger prochainement. Et merci beaucoup pour ces quelques lignes. Et je ne peux qu'approuver la recommandation de Thomas, puisqu'il est vrai que le livre est une très belle synthèse sur à la fois des enjeux économiques, militaires, juridiques, écologiques du secteur spatial aujourd'hui, sourcé, qui n'a pas peur aussi d'aller au fond des choses et qui n'a pas peur de prendre peut-être à rebrousse-poil les aficionados du spatial qui n'oseraient pas aborder notamment la question de la pollution des lanceurs. Les choses sont dites, les arguments employés par certaines entreprises, certaines industries sont mis sur la table, sont discutés, donc c'est vraiment un très bel ouvrage. Et nous allons parler ensemble des ambitions des lanceurs européens par le prisme de Maya Space, une entreprise dont nous sommes dans l'actualité pour cette émission. Simon, je te donne la parole. Ouais, on a discuté rapidement du futur de la famille Ariane, à laquelle est très rapprochée, disons, MySpace. Selon toi, comment une entreprise, une filiale slash startup comme MySpace peut apporter comment dire, une agilité, une disruptivité, pour utiliser les mots de notre cher président, nécessaire à un colosse, un mastodonte comme Ariane Group? Qu'est-ce que ça apporte comme vraie plus-value à ce genre de structure? MySpace, c'est une nouvelle façon de développer un lanceur. Donc on essaye quelque chose de nouveau, tout simplement. En s'étant structuré en mode start-up, enfin ça veut tout rien dire. Aujourd'hui, on a été fondé en avril 2022. Aujourd'hui, après 19 mois d'existence, on est à peu près un peu plus de, je crois, on est 110 salariés chez MySpace. Et je disais, startup, ça veut tout rien dire. En gros, on a une totale autonomie dans la façon de développer le lanceur. On utilise une approche un peu différente qu'une approche itérative où on n'a pas peur de tester et de se casser la gueule et de revenir en selle, de retester. Et en fait, chaque élément du lanceur, par exemple, on a prévu de faire 3 grands prototypes de chaque élément du lanceur. Chaque prototype se rapproche de plus en plus de celui qui va ressembler à la pièce qui volera in fine d'ici fin 2025. Donc pour vous donner un exemple, l'étage supérieur que l'on développe en interne, le premier prototype, il a été développé, construit, et on a fait des tests de remplissage cryogénique donc pour simuler le remplissage de carburant dans cet étage-là. Donc MySpace, c'est un lanceur à 2 étages. Et donc on l'a développé, construit et testé en 9 mois.
ce qui est quand même assez rapide dans le secteur. Et donc ce premier prototype, on l'a gentiment appelé Quasimodo. Le deuxième prototype qui va arriver l'année prochaine, on va l'appeler Quasi Parfait. Et puis le troisième prototype, normalement, devrait être celui qui se rapproche de la configuration de vol. Donc on s'est vraiment structuré dans un état d'esprit où la culture du risque est peut-être aussi un petit peu différente. Et en même temps, on a une double casquette, c'est-à-dire qu'on est aussi une filiale d'Ariane Group. Et on a fait le choix depuis le début de ne pas complètement réinventer la roue et aussi de s'appuyer sur des expertises qui ont fait le succès des lanceurs européens, tels que le lanceur Ariane, notamment pour la conception des moteurs, qui nécessite évidemment une expertise extrêmement forte. On a des gens qui savent faire des moteurs en Europe, et donc on a décidé notamment d'équiper les 2 étages du moteur Prometheus, qui est un moteur réutilisable, propulsé à l'oxygène et au méthane liquide, et qui est en cours de développement par les équipes d'Ariane Group depuis 2014-2015. Donc on est une jeune entreprise, mais on utilise aussi des briques technologiques qui sont en cours de développement depuis un petit moment. Voilà, donc ça, c'est une espèce d'approche de conjuguer un peu le meilleur des deux mondes, ce que ne font pas toutes les startups qui ont pu émerger en Europe pour développer leurs mini-lanceurs, leurs micro-lanceurs en l'occurrence. Voilà, c'est un peu un facteur différenciant. Je pense que nous, on est convaincus que c'est un peu la bonne méthode, qu'on n'a pas forcément les moyens de disperser toutes les énergies et de recommencer tout depuis le début, de faire table rase du passé. Non, c'est vraiment essayer de, là où c'est pertinent, d'utiliser l'expertise du spatial européen, et là où c'est pertinent, de tenter des nouvelles choses, d'essayer d'une nouvelle approche. Oui, où vous partez avec une petite longueur d'avance. C'est presque de la triche vis-à-vis de d'autres startups du spatial qui partiraient sans cet avantage-là. Alors Mais c'est profiter des avantages que vous avez et c'est normal. Non, mais c'est marrant, c'est que généralement on me dit l'inverse. C'est Ah ouais? que, en fait, par rapport à certains concurrents, et notamment les initiatives qui ont pu émerger en Allemagne pour développer des micro-lanceurs, on est parti beaucoup plus tard. Oui, c'est vrai. Et la question qu'on me pose généralement, c'est comment vous allez rattraper votre retard. Et donc là, j'ai donné la réponse avant. Et donc c'est celle-là. Je pense qu'on va pouvoir aller plus vite parce que on a une approche, à mon avis, beaucoup plus pertinente pour développer, et on ira un peu plus dans les détails sur ce qui fait aussi la spécificité de ce lanceur, une fois qu'il aura volé, et notamment son modèle économique, qui pour moi est très solide, et aussi la façon dont il peut s'inscrire dans des perspectives d'évolution du futur pour construire une potentielle future famille des lanceurs réutilisables, modulaires, et donc dont MySpace serait peut-être la première brique. Avant de passer la parole à mon cher François, juste une petite précision, tu as utilisé le mot plusieurs fois qui est important, c'est réutilisable, ce qui serait une première dans le marché européen public en tout cas. Et donc le lanceur développé par MySpace serait un micro-lanceur pour l'instant, avec une capacité de 500 kg en orbite basse en version réutilisable. Donc c'est le premier étage qui serait réutilisable. Et je crois environ 1,5 tonne en orbite basse en version non réutilisable. Alors oui, Environ. Ah, non, mais les chiffres sont tout à fait exacts. Alors on est plus là dans la catégorie des mini-lanceurs en version consommable, 1,5 tonne, donc 1500 kg. C'est plutôt la catégorie des mini-lanceurs et pas des micro-lanceurs qui sont encore plus bas, ouais. qui sont généralement 700 kg en orbite basse. Donc voilà. Et surtout, là, c'est des chiffres qui prennent en compte, et c'est l'approche différenciante aussi de la façon dont on développe notre lanceur, c'est qu'on prend aussi des marges de performance vraiment significatives qui nous permet finalement d'être confiant dans l'objectif de tirer dès fin 2025, d'être très inflexible sur la date de tir, quitte à dégrader au cours du développement un peu la performance en ayant la confiance de pouvoir la rattraper par la suite, mais on n'a pas envie de tirer du premier coup parfaitement. On s'est donné, de par le design du lanceur, la capacité, de la marge pour pouvoir dégrader un petit peu la performance tout en la rattrapant par la suite. Et donc, 1,5 tonne, ça intègre ces fortes marges de performance. Et aujourd'hui, on est même plutôt confiant pour dire qu'on sera sans doute un peu au-dessus. Et on a aussi ce qu'on appelle
une sorte de troisième mini-étage. En fait, c'est un kickstage qu'on développe, qu'on a appelé Colibri, pour encore une fois en référence à la Guyane, d'où le lanceur va décoller. C'est un kickstage, on appelle ça, qui et finalement permet donc qui est motorisé et qui va se détacher de l'étage supérieur et qui va amener un satellite sur une orbite encore plus spécifique, qui va apporter un peu plus de performance, aussi de la flexibilité dans le type d'émission qu'on va pouvoir adresser. Et là, voilà, on ira au-delà d'une tonne 5 en mode consommable avec ce Colibri qui est un module qu'on peut mettre ou ne pas mettre sur la fusée. Tu as dit que Maya Space avait une approche itérative et qu'elle était prête à accepter l'échec, mais vous êtes une jeune start-up et donc moi ça m'interroge sur d'où viennent les fonds. Comment on fait quand on est une jeune start-up pour encaisser des échecs? Est-ce que c'est Ariane Group qui met l'argent derrière? Aujourd'hui, on est une filiale 100% Ariane Group et les financements viennent d'Ariane Group. Donc ensuite, donc ça donne quand même aussi une confiance voilà, comment on lève des fonds, c'est aussi en attirant la confiance. Et pour les startups qui n'auraient pas ces financements d'une maison mère, c'est donner confiance aux investisseurs, c'est montrer que ton approche est la bonne, que tu as la tête sur les épaules, que tu as pensé à tout, que tu as pensé aux risques, que tu as mis sur le papier tous tes scénarios. Si ici t'arrive un échec, tu as vraiment t'as pensé ta feuille de route en fonction, en valorisant aussi le fait que chaque échec te permet potentiellement d'apprendre plus que quand tout se passe bien et potentiellement tu es passé à côté de quelque chose qui aurait pu mal se passer, mais finalement les choses se sont bien passées et en fait tu n'as rien appris, donc quand ça se passe mal, tu apprends sans doute encore plus. Donc voilà, tu exposes ta feuille de route et ton approche très clairement, et c'est comme ça que tu gagnes de la confiance. Et ce qui m'interroge, c'est, je ne sais pas si l'information est publique, mais qui sont les investisseurs dans ce type d'approche sur le plan au niveau européen? Qui investit dans le spatial sur le plan européen? Est-ce que c'est uniquement des États, des grosses entreprises, ou est-ce qu'on a aussi d'autres fonds d'investissement? Voilà, qui sont les investisseurs? Je suis assez curieux. Ariane Group, leur maison mère, c'est Airbus et Safran. Pour les autres, vous avez des banques, vous avez des entreprises privées, vous avez aussi des approches étatiques, mais là c'est plus, vous allez gagner des contrats de développement qui vous permettent de développer certaines technologies et de financer certaines technologies qui ne sont pas des financements complètement directs parce que les États sont censés ensuite réutiliser ces technologies, ou en tout cas gagner un peu de bénéfices. Vous avez peut-être... Non, mais j'en profite peut-être pour ce qui sera une de nos dernières questions. On parlait des ambitions des lanceurs européens. Comment Maya Space va positionner justement son offre, ses lanceurs, dans le cadre justement des nouveaux besoins de l'Europe sur les années à venir? Donc, l'objectif du lanceur de Maya Space, c'est d'être compétitif sur le marché commercial. Et donc, de proposer un lanceur qui a réduit au maximum ses coûts et qui est compétitif sur un marché le plus large possible dans sa catégorie. Et c'est aussi là tout le sens de la modularité du lanceur. Finalement, on a 2 lanceurs pour le prix de développement d'un seul. Quand on pense à une version réutilisable, une version consommable, avec 2 points de fonctionnement un peu différents. Alors, vous n'avez pas la même performance. 500 kg réutilisable, 1500 kg en consommable. Ça vous permet d'adresser le marché de 0 à 1500 kg et un peu au-delà très certainement. On a construit un business model qui est aussi intéressant en cela que, par exemple, si vous voulez rentabiliser au maximum les coûts de développement de votre fusée, le coût de la fusée, pour un lanceur consommable, vous allez devoir remplir votre fusée au maximum et remplir de satellites qui pèsent au total 1500 kg. Il faut avoir une certaine flexibilité. Il faut que les satellites, généralement, vous faites des ride-share, vous faites des lancements partagés.
sauf si vous avez un satellite de 1500 kg, mais ce n'est pas la majorité du marché. Donc si vous avez 3 satellites de 500 kg, vous allez devoir les mettre sous la même coiffe, et vous allez devoir, pour rentabiliser votre lancement, et ça veut dire que tous ces satellites-là vont être partagés des contraintes orbitales qui peuvent être parfois... qui ne peuvent pas coucher ensemble, tout simplement. Parce qu'un satellite veut aller dans un endroit, sur une orbite spécifique, l'autre veut aller sur une autre orbite. Et donc, nous, on a la flexibilité de pouvoir ensuite basculer sur la version réutilisable, qui, en fait, va être évidemment un peu plus chère au prix au kilo lancé dans l'espace, mais qui va être plus compétitif que de lancer votre fusée consommable au dieu de vide, par exemple. Et donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir vraiment augmenter la flexibilité de votre mission. Vous pouvez adresser un marché beaucoup plus large. Et c'est comme ça, en tout cas, que MySpace se différencie. Ensuite, l'approche du projet, de façon plus générale, de MySpace, c'est aussi de préparer des briques technologiques qui pourraient potentiellement équiper une future gamme de lanceurs européens modulaires, que ce soit petits, moyens, lourds, super lourds, qui intégreraient les technologies de la réutilisation, dont MySpace serait le précurseur. Et donc c'est cette vision à long terme qui bénéficierait à l'ensemble du secteur spatial européen. Et donc voilà, on est assez confiant de la direction qu'on prend. Écoute, tu viens de me couper l'herbe sous le pied, tu viens de répondre à ma question qui était de savoir est-ce qu'on peut considérer, comme elle l'est souvent présentée, Maya comme une sorte de laboratoire d'innovation d'Ariane Group plus généralement pour la suite de la famille Ariane ou d'autres lanceurs. Mais du coup, je vais enchaîner sur une deuxième question. Récemment, on a vu de très belles images du moteur Prometheus qui fonctionnait et qui a l'air de fonctionner bien. Quelles sont les informations actuelles? Parce que Prometheus, c'est un moteur qui est quand même particulier. Premier moteur européen qui fonctionne à l'oxygène et au méthane liquide. Moteur imprimé en grande partie en 3D, si je ne me trompe pas. Ce qui fait baisser les coûts, ce qui permet de produire plus vite. Et voilà, comment on se situe d'un point de vue développement sur ce moteur-là? Est-ce qu'on est déjà sur une version où on est confiant et on va améliorer ce qui existe déjà, ou est-ce qu'on est encore sur un prototype développé, quoi, disons? Alors, je ne vais pas parler à la place des équipes d'Ariane Group qui sont en charge du développement de ce moteur, dans le cadre aussi d'un programme financé par l'Agence spatiale européenne. Nous, on est un client de ce moteur, on est le premier client de ce moteur. Potentiellement, n'importe quel autre acteur du spatial pourrait avoir fait le choix d'utiliser ce moteur Prometheus. Ils ne l'ont pas fait, et voilà, donc nous, on est à la fois on est client. On va regarder de très près ce qui se passe. Je n'ai pas d'informations autres que les informations publiques à donner aujourd'hui. Ok, vous êtes un client pour ce moteur-là. Ok, Voilà, tout à fait. d'accord. Mais écoutez, c'est sur ces très belles perspectives européennes et ces 12 informations pour le spatial européen à venir que nous allons, je n'en doute pas, tous suivre de près, que je sonne la fin de cette très belle émission. Donc tout d'abord, merci à vous Simon et François. Je sais pas si vous avez un petit mot. Merci à toi surtout d'avoir fait en sorte que cette émission existe et de l'avoir animée, encore une fois, d'une main de maître. Et ravi d'être de retour parmi vous. Et Raphaël, je te laisse le mot de la fin, mais avant, je te remercie beaucoup pour ta présence parmi nous pour cette émission. Oui, merci beaucoup. Merci pour l'invitation et c'était vraiment passionnant. Merci.